Allez, vas-y. Salle de bain trop grande, dans un salon, avec une colonne au milieu qui permettait absolument pas de profiter de l'espace. Le vent passait très fort aussi. On avait des fondations un peu légères. Simple vitrage. L'air est constamment humide ici. Il y avait beaucoup de condensation. La maison, elle avait l'air assez délabrée, Pas beaucoup de lumière. plein de corrosion, rouillé, ça dégoulinait. La maison a été fermée pendant presque 35 ans. Aujourd'hui, nous allons visiter le projet de deux autoconstructeurs, Irène et Romain. Nous allons voir ensemble comment ils ont fait pour démarrer leur chantier, quelles sont les démarches qu'ils ont mis en place, quelles ont été leurs principales difficultés et leurs meilleurs souvenirs. Je m'appelle Romain, je suis ici au Portugal avec Irène depuis 2 ans. Je m'appelle Irène et on est ici en train de finir le rêve de mon grand-oncle qui est tombé amoureux de cette falaise il y a 40 ans et qui a décidé de ses propres mains de construire une maison avec des matériaux de récup, d'autres chantiers, qui faisaient du stop pour amener tous les matériaux ici. Et il a presque fini ce rêve, sauf qu'il est décédé assez jeune et donc la maison a été fermée pendant presque 35 ans. C'est un super projet, une petite échelle, une maison qui fait un peu moins de 100 mètres carrés en tout, simple, carré, un vrai lieu de vie qu'on puisse rendre confortable. Le cœur du projet, c'était faire des workshops, que ce projet soit commun, pas juste à nous, mais à d'autres personnes qui veulent participer à nos projets. La première chose qui a été difficile dans le projet de construction, c'est savoir prévoir le temps de construction. Le budget aussi, bien sûr. Et pas se laisser démoraliser. En réalité, une construction prend du temps. On avait prévu nous, de partir sur une construction de 3 mois. Ça fait 1 an qu'on est dessus et il nous reste probablement encore quelques mois. Les choses prennent du temps, les choses bien faites prennent du temps. Quand on construit sa propre maison, d'autant plus, je pense, on la construit techniquement, souvent pour le reste de sa vie. Et en réalité, si on prend une balance de temps, 2, même 4 ans de construction, ça représente pas grand-chose quand on sait qu'on va pouvoir vivre dedans 40, 50 ans, 60 ans, que nos enfants, petits-enfants vont pouvoir vivre dedans et peut-être qu'il y aura 200 ans d'histoire dedans. On peut pas vraiment être pressé, 6 mois, 1 an, c'est pas grand chose. Les choses ne doivent pas être faites d'une seule traite, probablement. Parce qu'il y a des hauts, des bas, des moments où on a envie de tout laisser tomber, de détruire la maison et de s'en acheter une neuve ou d'habiter dans une roulotte. On se dit que ça fera l'affaire. C'est un travail de longue haleine, de beaucoup de recherche. 19 en bas, 19 en haut. S'entourer de personnes, je pense que c'est aussi la chose la plus belle qu'on puisse faire et la plus difficile aussi parce qu'on peut tomber sur, je dirais pas sur les mauvaises personnes, mais peut-être des gens qui entrent pas dans la même philosophie ou qui nous apportent pas ce qu'on recherche exactement, mais pouvoir aussi être ouvert à quelque chose qui ne serait pas dans notre philosophie de base et finalement l'intégrer et se rendre compte que ça fait tout son sens. Trouver un juste milieu, intégrer tout ce qu'il y a de bon, les mettre dans la balance et s'il faut les intégrer ou les rejeter 6 mois plus tard, mais toujours pouvoir faire un pas en arrière. C'est ça qui est parfois difficile. On s'accroche très souvent à nos idées et aussi dans un couple, on peut avoir des idées divergentes et pouvoir prendre le temps pour écouter l'autre, c'est quelque chose d'assez important dans ce genre de projet. Au lieu de faire ça tout seul, il était peut-être préférable de travailler avec des personnes à mes côtés, avec Samuel de chez Critical Concrete et avec Laurane de chez Degré 47. On travaille tous ensemble en parallèle, une forme de consulting. On a vraiment formé une équipe. Une des premières remarques qu'on s'est faites avec ma famille, c'était cette question de... Il y avait des toutes petites fenêtres, vraiment style portugais traditionnel, qui laissaient passer pas beaucoup de lumière. La première chose qu'on s'est dit, c'était quand même qu'on voulait ouvrir des plus grandes fenêtres. On a aussi remarqué qu'il y avait beaucoup de condensation dans la maison. Au début, sans savoir pourquoi, mais juste remarquer en hiver s'il y avait vraiment une couche d'eau qui s'accumulait par terre. Puis les plus gros défis étaient le fait d'être en bord de mer. Il y a beaucoup de sel dans l'air, donc il y a des choses qui rouillent très vite. Les fenêtres qui étaient mises étaient simple vitrage. Du coup, on entendait très fort la mer. Le vent passait très fort aussi. Je dirais que ça, c'est le premier pas. C'était quel est le rôle de cette maison? Est-ce que, et ça va définir aussi le budget qu'on va mettre dans cette maison. Est-ce que cette maison est une maison de vacances ou est-ce que c'est une maison dans laquelle on va vouloir habiter? Même avant de se dire on va ouvrir telle et telle fenêtre, le fait de se dire on a envie d'habiter dedans à l'année a défini aussi le confort qu'on voulait y apporter. Centropique, permaculture, biodynamique, en mandala avec Ingrid Bach. C'était quelque chose de prévu, mais pas
mais pas à ce moment-là. Donc c'était très spontané. On a vraiment creusé sur 60-70 cm et puis on a fait plusieurs couches successives de troncs, de branches, de matière organique, de paille, de compost. C'est la technique des dites lasagnes. Pour beaucoup de gens ici, ça paraît impossible parce que voilà, il y a énormément de sel, de vent, du nord, froid, etc. Ça fait 1 mois, les choses poussent. On va voir ce que ça donne d'ici quelques années. Une maison sans potager, c'est quelque chose qui est pas possible. Le second projet qui se trouve à l'intérieur de la maison, qui a une structure un peu particulière parce qu'elle vient s'appuyer sur les murs existants, mais on vient créer comme une mezzanine, une structure, un exosquelette intérieur avec Ruka de Ruka Craft qui nous partage 6 jours autour de timber framing, donc la charpenterie traditionnelle, sans clous, sans vis, tout à la main avec des ciseaux à bois. Et donc on s'est d'abord entouré d'un ingénieur. C'était pas suffisant d'en avoir un seul, c'était peut-être bien d'en avoir un deuxième parce que les avis peuvent être très divergents. Quand un ingénieur travaille plutôt avec le métal, d'autres peut-être avec plus de béton, d'autres plus intéressés par des techniques un peu plus alternatives. Il faut faire bien attention, je pense que certaines pathologies invisibles peuvent être très dangereuses pour une maison et d'autres visibles en réalité ne représentent pas grand-chose. Dans notre cas, on avait des fissures qui sont avérées bien moins graves que ce qu'on pensait à l'origine. Les maisons bougent, surtout sur un sol comme le nôtre qui est argileux, ça se dilate, ça se remplit d'eau, ça sèche, etc. Donc les fondations bougent et on avait des fondations un peu légères. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire un renforcement de fondation, peut-être un peu plus gros que ce qui était nécessaire, mais étant donné qu'on fait une structure en bois à l'intérieur avec des poutres en chêne et en châtaignier massif, de récupération en partie. Avec un sol en terre au premier étage, on va mettre un poids qui est important sur ces fondations et donc finalement ce petit surdimensionnement de fondation, de renforcement n'était pas une mauvaise chose. On avait un plancher existant mais sous-dimensionné en pin qui n'avait pas été traité sur une durée d'1 an et jamais traité en réalité. Il y avait déjà des signes de planches champignons qui commençaient à apparaître. Être 3 sur ce plancher, c'était être comme sur quelque chose d'un peu flottant, donc ça donnait peu de confiance à la construction qui avait été faite précédemment. Et donc voilà, on est un peu reparti de zéro, on a utilisé cette maison comme une coquille, plus ou moins vide, et de là on a redessiné l'emplacement des pièces qui avait aussi peu de logique, parce qu'il y avait une cuisine qui était déjà dessinée, mais aux dimensions aussi probablement portugaise de l'époque, avec des plans de travail à, je sais pas, 65 cm du sol probablement, quelque chose comme ça, sans prise, sans rangement, une salle de bain aussi sans prise, entièrement carrelée, avec des proportions très étranges, salle de bain trop grande dans un salon avec une colonne au milieu qui permettait absolument pas de profiter de l'espace, une mezzanine, le plancher du premier étage avec une grande ouverture pour avoir de la lumière, comme un patio et la lumière zénithale. Très bonne idée, mais peut-être pas toujours, parce que c'était impossible de faire 2 chambres, par exemple. Et donc on s'est dit qu'en fait on allait tout recommencer de zéro et faire des nouveaux plans, tout refaire en réalité. C'était la liberté qu'on a eue. Et je pense que ça en valait la peine, parce que ça permet de se rendre compte à quel point une même superficie peut donner beaucoup plus que ce qui n'y paraît en réalité. Donc, au niveau des matériaux, on avait déjà du béton dans les fondations, on a essayé de faire des recherches sur des fondations en gabion, des fondations éventuellement cyclopéennes et autres, mais étant donné qu'on parlait d'un renforcement, structurellement ça ne matche pas de faire des fondations cyclopéennes sans liant avec des fondations béton dans lesquelles il y a déjà un liant. Donc ça, on a dû faire une concession et utiliser du béton. Ensuite, pour l'isolation, et utiliser un matériau local et donc beaucoup moins cher que dans d'autres pays, c'est le liège expansé, et qui ne s'altère pas avec l'humidité et qui a un coefficient d'isolation très bon. Ensuite, pour les fenêtres, on est parti bien sur du double vitrage et on voulait utiliser un bois national, ce qui est en réalité quasiment impossible parce que le Portugal, malheureusement, possède plus réellement de forêts ou de forêts avec des bois nobles ou très peu, ou en tout cas qui ne permettent pas d'avoir une industrie de cela.
Donc on a plutôt de l'eucalyptus et quelques pins et autres. Et en réalité, les fenêtres qu'on avait, qui étaient en simple vitrage, étaient des fenêtres en bois exotique d'Angola, qui étaient très bon marché à l'époque et qui n'est plus, heureusement. Mais malgré tout, on a décidé d'utiliser du bois exotique, mais avec des filières où on a une certaine vue sur d'où ça vient, l'extraction, etc., etc. Même si ce n'était pas notre choix premier, et que si on peut privilégier un bois qui n'est pas exotique, bien sûr, on le ferait. Et à l'intérieur, donc plutôt des matériaux naturels, de la chaux, donc revêtement à la chaux, chaux aérienne et première couche en chaux hydraulique, parce qu'elle est plus solide, et ensuite ça permet de mettre une couche de chaux aérienne. À l'intérieur, on a du problème de salitre, donc on a trouvé une entreprise qui avait développé, grâce à la chaux, c'est un système ventilé de chaux qui permet de nettoyer le mur sur lequel on vient se fixer pour ne pas avoir ces champignons, ces champignons, ces minéraux qui sortent des murs et qui sont extrêmement mauvais pour les habitants. Le sol du rez-de-chaussée, c'est encore en processus et c'est ça qui est intéressant avec ce projet, c'est que plein de choses ont été fixées mais constamment changées. Mais pour l'instant, c'est plutôt un sol en terre. Enfin, il y a une première base de chaux et liège aussi, en granulé. Cette dalle en chaux est sur un hérisson ventilé, avec un drain haut, drain air, donc le maximum qu'on puisse faire pour éviter les remontées capillaires qui étaient très importantes à l'époque. Ensuite, une couche de terre et puis éventuellement des dalles de céramique pour la cuisine principalement. Ensuite, pour l'étage, on va aussi faire une isolation phonique avec terre-paille, beaucoup plus légère, des techniques des quenouilles. Et aussi doubler les murs. En réalité, les murs du premier étage étaient plus fins que ceux du rez-de-chaussée. Et on va faire ce doublage en terre-paille en laissant un vide ventilé entre le mur existant en béton et notre mur plus fin en terre pour ne pas avoir un contact direct étant donné qu'il y a beaucoup d'humidité et donner un aspect beaucoup plus chaleureux, avoir une régulation hygrométrique donc grâce à la terre. Étant donné qu'on isole déjà de dehors, ce serait risqué d'isoler encore de l'intérieur parce qu'on peut créer encore plus d'humidité en fait dans certaines couches du mur. Et pour le toit, on est parti sur le sarking, l'isolant par l'extérieur. Ça nous permet d'avoir une maison complètement isolée, de ne pas avoir de pont thermique et des tuiles classiques en céramique. Et donc même ventilé, la maison s'humidifie, il y a des champignons qui peuvent apparaître. Même en été, on a des champignons qui apparaissent au mur, alors que nos fenêtres sont constamment ouvertes ou même fermées. C'est un peu égal étant donné qu'il y a des jours gigantesques dans ces fenêtres. Parfois, c'est difficile aussi d'accepter qu'il n'y a pas une bonne solution et que du coup, ça passe par beaucoup de temps, avoir beaucoup de patience parce que les choses se font pas du jour au lendemain. Ça implique beaucoup de recherche aussi. Et puis à un moment donné, il faut aussi jongler entre cette recherche et puis juste mettre les choses en pratique, se décider pour quelque chose qui résonne le plus avec notre éthique et qui d'un côté technique et pratique fonctionne aussi. Et puis foncer quoi. Parfois il faut juste le faire parce que sinon on peut passer 4 ans en recherche. Mais c'est beau de voir que petit à petit ça prend forme. Et c'était très intéressant aussi de voir toute la phase de préparation, de voir que petit à petit dans notre tête ça prenait forme, ce qu'on voulait mettre en place, pas seulement matériellement, mais aussi à niveau social, à niveau culturel. Et je pense qu'on est vraiment sur la bonne voie. C'est trop difficile. C'est difficile, ouais. Moi, j'adore la phase workshop. Fireworks. It's like a rocket. A rocket launcher. C'est juste tellement beau. J'allais dire pareil. C'est super important de voir une maison, un lieu habité, avec du mouvement, avec du passage, et voir que ça permet aux gens aussi de gagner non seulement des connaissances, mais tisser des liens entre les personnes et voir le sourire sur les visages des gens, l'échange d'impressions. Moi, ça me donne beaucoup de gratitude. Ça me rappelle qu'on est vraiment très chanceux de l'endroit où on est, d'avoir ce projet, de pouvoir se dédier à 100% à ça. Les workshops, c'est beaucoup de travail en amont, malgré tout. Et on a l'impression que, surtout pour la première fois, qu'on fait tout de travers. Vraiment, tout de travers, mais on est très incertain. Et puis voir que les gens, en réalité, sont super contents d'être là, d'apprendre. On se rend compte à quel point ce qu'on partage, c'est énorme. Alors que pour nous, quand on est tête dedans, qu'on fonce tête baissée, on s'en rend pas toujours compte, on l'oublie.
Et puis on crée des liens, de vrais liens en fait avec les personnes. Pour moi, c'est plus qu'une anecdote, et même une maison unifamiliale peut se tourner un lieu de vie, un vrai lieu de vie en réalité, avec des dizaines de personnes ou des centaines de personnes en réalité qui passent par an, et que tout le monde parvienne avec son niveau de connaissance à mettre main à la pâte. En fait, c'est assez incroyable quand tu vois qu'un workshop très très particulier de charpenterie, certains sont danseurs, d'autres travaillent déjà avec la construction, mais d'autres travaillent de bureau éventuellement, j'en sais rien. Chacun avec son passé, son humeur et son caractère parvient à créer un groupe en fait, créer un groupe dans un lieu qui à la base n'est pas dédié à ça. Et ça avait l'air tellement grand et impossible, on disait ouais, ce serait cool, mais bon, mettre un workshop en place, c'est quand même quelque chose. C'est-à-dire on peut avoir une petite autonomie alimentaire, même si elle n'est pas complète. À un moment donné, il faut pouvoir, comme on disait pour la construction, c'est se lancer, le faire. On n'est pas des constructeurs nés, on n'a pas eu des mentors depuis nos 14 ans comme on pouvait le faire à l'époque. Du coup, il faut le faire, planter, et ce qui meurt, meurt, ce qui pousse, pousse. Et on n'est pas une industrie, notre but n'est pas d'avoir un certain nombre de carottes au centimètre carré de produits par an. Et puis c'est un potager qui nous donne à manger, mais aussi plein de médecines. Il y a des légumes, il y a des fleurs comestibles, il y a plein de plantes médicinales, il y a des aromatiques, et il y a aussi une grande partie de plantes pour la santé de la femme. Parfois on aura certaines plantes, parfois on en aura d'autres, et on fera un peu avec ce qu'on aura, autant pour manger que pour mes produits à moi. Ce que j'aime et ce que je pense qui est transposable en construction, c'est qu'en fait les choses se modifient avec le temps plus que l'inverse. On a tendance à construire de manière industrielle, et après 15 ans il faut tout remplacer. Ça nous paraît assez normal de nos jours. Ça l'était pas. Les choses étaient construites pour durer des décennies, voire des siècles. Les poutres qu'on utilise dans nos projets ont 200 ans. Elles sont bien plus dures, bien plus solides, et auront encore probablement au moins 100 ans de durée de vie devant elles, parce que c'est des matériaux nobles et qui permettent cela. Au final, c'est un potager qui reste en place pour une bonne vingtaine d'années et qui ne doit pas être labouré constamment. Et ça donne déjà ses fruits. Au final, c'est ça, les matériaux naturels dans la maison, c'est aussi quelque chose qui exige un peu plus de nous en termes de temps au moment de la construction, et puis aussi avec l'entretien. On est dans une société qui voit les choses comme si elles étaient immédiates et qui n'avaient pas besoin de manutention, mais au final, ce qui est dans la nature, c'est vraiment la patience, faire les choses petit à petit, et puis les entretenir, comme les relations, les maisons aussi. Conseil couple avec Irène. J'ai décidé de créer Croua, une vraie structure pour pouvoir inviter des formateurs de tout type, que ce soit sur un jardin, que ce soit dans la construction, sur tout type de matériaux et de phases de projet. Une maison, c'est pas justement uniquement la construire, c'est en prendre soin, c'est la vie qu'on a autour, c'est pouvoir développer toutes les phases de vie d'un projet. Et Croua Atelier va dans ce sens-là, c'est l'utilisation de matériaux naturels, c'est le développement d'un projet à travers d'autres artisans. On coordonne tout ça, mais en réalité, il y a plein de personnes autour qui sont bien plus à même de faire ce travail-là, et donc c'est quelque chose qu'on peut faire vraiment ensemble, et chacun apporte sa petite pierre à l'édifice. Donc Croua Atelier, c'est ça, c'est plus un ensemble de personnes qui viennent se mettre autour de ce projet, sur différents projets. Le but est de faire d'autres projets, d'autres workshops du genre, autour du travail de la terre, autour des rocket stoves, plein de projets encore à développer autour d'un tout petit espace, plein de potentiel. J'ai mon projet qui s'appelle Build the Web, dans lequel je fais de la cosmétique naturelle et de la médecine à base de plantes, aussi axée sur la santé de la femme. Une des premières choses qu'on a fait dans ce projet, c'était créer un potager dans lequel on commence à cultiver des plantes comestibles, des plantes médicinales, qui donc vont nous fournir un peu tout ce qui est notre alimentation, mais aussi source de plantes pour ce projet Build the Web. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous aussi vous avez un projet de construction ou de rénovation, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour pouvoir organiser le suivi de votre chantier. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube.